Alors, merci, Monsieur le Président. Je trouvais important que nous ayons l'occasion à cette Assemblée de faire le point sur cette crise qui est survenue pendant une période d'intercession. Évidemment, tout le monde s'est un peu parlé par médias interposés. Alors, nous avons cette occasion, je dirais, privilégiée aujourd'hui de faire le point en cette enceinte de l'Assemblée nationale sur cette crise importante qui est survenue et cette crise qui, je pense, laissera des traces, Monsieur le Président. Alors, vous me permettrez, dans un premier temps, de faire un peu la chronologie des événements. Dans un premier temps, tout ça a pris naissance le jeudi 5 mars, lorsque, dans un point de presse, le ministre nous annonçait, je dirais à la surprise de tous et toutes, la démission du directeur général du CHUM, Jacques Turgeon. Et il rejetait à ce moment-là toute responsabilité quant à cette décision de M. Turgeon. Je me souviens de la réaction du ministre qui disait, pour ainsi dire, je n'ai d'autre choix que d'accepter la démission. Alors, on a eu le sentiment que le ministre se satisfaisait de cette décision, qu'il ne voulait pas, ne souhaitait pas, outre mesure, tenter de retenir M. Turgeon. Les choses ont changé un peu plus tard. Alors c'est exactement ce que disait le ministre. Je n'ai malheureusement pas d'autre choix que d'accepter sa démission. Alors, un peu plus tard dans la journée, la lettre de démission de M. Turgeon a été rendue publique. Et là, c'est en termes assez brutaux. Vous avez lu le mandat de cette interpellation. On a parlé du comportement du ministre. Je n'ai pas voulu le qualifier parce que d'autres l'ont fait, puis je vais l'évoquer, Monsieur le Président. Alors, M. Turgeon, dans sa lettre de démission, disait qu'il considère que l'imposition de cette condition, alors quand on parle de la condition, c'est le fait de reconduire dans ses fonctions le Dr Harris comme directeur du département de chirurgie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, sans quoi il ne serait pas lui-même reconduit dans ses fonctions de directeur général du CHUM. Alors, il considère que l'imposition de cette condition relève d'une ingérence politique inacceptable et d'un abus de pouvoir. Alors, M. Turgeon a vite compris qu'il n'avait d'autre choix dans les circonstances que de se soumettre ou de se démettre. Et il a choisi de quitter. Alors, on a demandé le jour même au ministre de s'expliquer. Alors, vous ne direz pas que la réaction de l'opposition, c'est instantanément de demander la démission du ministre. Nous avons, à ce moment-là, demandé au ministre de s'expliquer. Alors, le lendemain matin, le ministre, tout à coup, tendait la main à M. Turgeon et lui demandait de rester en poste, ce qu'il aurait pu faire la veille, mais ce qu'il n'avait pas fait. Alors, ce qu'on comprend, puisque le premier ministre est intervenu de Paris pour réitérer sa confiance dans le ministre, ce qu'on comprend, c'est que le premier ministre a souhaité que le ministre fasse cette démarche publiquement pour demander à M. Turgeon de demeurer en poste. Un peu plus tard, avant la réaction de M. Turgeon, il y a eu une réaction de la FMSQ qui disait qu'il s'agit d'un cas patent d'instrumentalisation des nominations à des fins personnelles ou purement politiques. À des fins personnelles ou purement politiques. Alors, ce qu'on apprend finalement, un peu plus tard, c'est que non seulement M. Turgeon ne saisit pas cette main tendue par le ministre, il maintient sa décision, mais qu'en plus, un autre homme très respecté dans le réseau de la santé et des services sociaux pour y avoir œuvré pendant de très nombreuses années, le président du conseil d'administration, M. Jean-Claude Deschênes, démissionne à son tour. Et encore une fois, il ne le fait pas en catimini. Il utilise des termes très durs à l'égard du ministre. Alors, il qualifie son comportement, il fait part de ses interventions, des interventions répétées du ministre et de son entourage auprès de M. Turgeon, auprès de nombre d'intervenants du conseil d'administration pour faire en sorte que le Dr Harris soit reconduit dans des fonctions de directeur du département de chirurgie, alors même que, selon M. Turgeon, le ministre reconnaissait qu'il y avait un problème d'intimidation au département de chirurgie et on semblait en attribuer la principale responsabilité du côté du CHUM au Dr Harris et malgré tout, le ministre est intervenu à plusieurs reprises. Le ministre a dit que c'était simplement une suggestion. Or, tous les témoignages ne corroborent pas
cette interprétation. Au contraire, il semble que très clairement le ministre soit intervenu de façon répétée. Alors, c'est ce que dit M. Deschênes, intervention répétée, des interventions nombreuses et persistantes, dit M. Deschênes encore une fois. Il parle d'une intervention inopportune et non conforme aux responsabilités du CA, une non-acceptation de la démission de M. Deschênes et pour lui une non-acceptation des interventions intempestives et partiales d'une situation particulièrement odieuse liée à la nomination du Dr Turgeon et à l'imposition du Dr Harris comme chef de département, et le tout présenté, disait-il, sous le couvert fallacieux d'une décision pour le bien de l'ensemble des directions départementales. C'est un blocus dans une partie vitale du CHUM, dit M. Deschênes, un désaveu de la responsabilité du CA. C'est un chantage inacceptable, Monsieur le Président. Alors, devant cette situation, que se passe-t-il? Alors, on a la Caisse qui, un peu plus tard, dénonce vivement la situation vécue par le CHUM et exprime sa profonde inquiétude quant à l'avenir de la gouvernance du réseau. Un rappel au règlement, collègue de Saint-Tropez. Un article 35, j'invite le député de Verchères à peut-être pas faire indirectement ce qu'on peut faire directement et de rester prudent aussi dans ses propos. Je pense que l'interpellation se déroule très bien et j'invite le parlementaire à continuer dans cette veine. Jusqu'à maintenant, j'avais pas, à moins que vous ayez un terme précis à me souligner qui vous a écorché les oreilles. Il y avait le mot fallacieux qui a été utilisé indirectement. Alors, pour ma part, je trouve qu'on devrait rester prudent dans les propos. Okay. Alors, poursuivez. Alors, finalement, la crise s'envenime au fur et à mesure que la journée avance. Et en fin de journée, il y a une troisième démission au conseil d'administration, celle du président du CMDP, le Dr Paul Perrotte, qui dit dans sa lettre que le processus de sélection des chefs de département appartient au CHUM et toute ingérence, à quelque niveau que ce soit, ne fait que miner la confiance dans l'institution et ne peut que mener à une méfiance vis-à-vis des chefs désignés en toute légitimité. Par ailleurs, elle enlève toute crédibilité aux instances en autorité. Alors, les choses ne vont pas s'améliorant, comme on peut le voir. Et en fin de journée, l'Agence de la santé mandate 2 enquêteurs sur la gestion médicale au CHUM. Le samedi, tout à coup, silence radio de la part du ministre. Nous n'entendrons plus parler de lui jusqu'au début de la semaine suivante. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'à compter de ce moment-là, c'est le premier ministre qui a pris les choses en main. Alors, le samedi, on a une 5e démission, et celle-là, probablement la plus percutante, celle de l'ex-recteur de l'Université Laval, qui siège au conseil de la Caisse et qui débute sa lettre de démission par une citation de Cicéron dans laquelle il semble faire une analogie entre le ministre et un personnage peu recommandable de l'époque. Et la citation est la suivante. « Jusqu'à quand, Catilina, abuseras-tu, dis-je, de notre patience? » Alors, Monsieur le Président, Monsieur Gervais n'y va pas avec le dos de la cuillère dans ses interventions. Il réitère les accusations de chantage auxquelles le ministre a soumis M. Turgeon en imposant comme condition à sa nomination comme PDG du CHUM le non-respect des processus en vigueur et la nomination comme chef de chirurgie d'un candidat non retenu par le comité de sélection formé avec soin par le conseil d'administration et où l'Université de Montréal était représentée. Il dit que le ministre nie sans vergogne ces faits, pourtant corroboré par d'autres témoignages. Il tente de dévier l'attention en accusant à son tour Jacques Turgeon de partialité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir tendu la main à M. Turgeon, le ministre a dit plus tard qu'il faisait preuve de partialité. Alors, M. Gervais poursuit en parlant d'une intervention odieuse, d'un abus de pouvoir, d'une ingérence, d'intimidation, de non-respect de la vérité, d'un imbuvable cocktail. Il parle toujours de tentative d'intimidation, d'attitude réductrice et méprisante.